Le Heat donc finaliste de la bulle bien évidemment, qui donc aura eu du mal à rentrer dans sa saison faute à une intersaison extrêmement courte pour ne pas dire inexistante, pas beaucoup de repos, des blessures, des difficultés en tout genre pour cette saison. Ça a également été le lot des Lakers dont on parlera tout à l'heure, et le lot de toute façon de toutes les franchises qui finalement ont atteint la finale de conf, peut-être à l'exception des Nuggets qui s'en sont très bien sortis, mais ça c'est parce qu'on est les meilleurs et on va tout de suite le voir juste après avec Jérémy. Pour rentrer un petit peu plus dans le sujet, être un peu plus sérieux par rapport au Heat, le Heat qui malgré tout chope une place de 6ème derrière un trio Bam, Butler, Robinson au niveau, Bam en progrès au shoot qui s'est un petit peu écarté du panier. Enfin, c'était un petit peu son évolution naturelle depuis la bulle, pouvoir sanctionner à mi-distance. Il a réussi plutôt bien à le faire pendant la saison régulière avant de peut-être s'oublier un petit peu en playoff, mais ça a été un problème commun, un problème d'équipe plutôt global, on va y revenir. Reste encore peut-être un petit peu son agressivité générale en attaque. C'est de toute façon son amélioration naturelle, c'est vers là qu'il tend, et puis il est toujours aussi élite en défense, en priant pour qu'il puisse élever son niveau de jeu offensif pour ne pas devenir un Anthony Davis bis. Voilà, ça c'est une petite attaque pour Hugo comme ça en soum pour qu'il puisse ça commence pour qu'il puisse réagir très fortement juste après. Butler a fait du Butler une de ses meilleures saisons individuelles avec 25-7-7 il me semble, une ligne de stats il me semble, à vérifier. Je mets 21-7-7. 21-7-7, pardon. Oui, je surestime Butler au scoring. Tu vois, je m'adapte déjà à tes arguments. Et enfin, Duncan Robinson, toujours aussi précis au shoot et qui montre un petit peu des améliorations pour enfin peut-être devenir un vrai 3&D, parce que la défense c'est un work in progress pour l'arrière. Malgré ça, derrière cette équipe du Heat, tu m'arrêteras si je me trompe, mais derrière ce trio, alors certes Tyler Hero, on en parlera très certainement juste après, mais qui a subi un manque de profondeur accumulé avec la fatigue et ce manque de repos à l'intersaison inexistant fait que les Heat a tapé très vite un plafond et surtout a un peu raté ses playoffs, on peut le dire comme ça il me semble. Hugo, est-ce que tu as quelque chose à ajouter par rapport à ce bilan d'équipe ? Non, je trouve que tu as fait un beau résumé. Si je devais ajouter quelques nuances, on parle bien de la saison dernière, là on n'est pas encore en train de parler du Heat New Look. Bien sûr, bien sûr. C'est que voilà, il y a quand même nos deux white shooters, donc Hero et Duncan Robinson, ont reçu pas mal de critiques la saison dernière. Hero sur le fait qu'il aurait régressé, alors que statistiquement il a progressé. En fait, je pense que c'était surtout le fait qu'il n'ait pas réalisé les attentes qui étaient placées en lui et qu'il n'ait pas fait le jump qu'on attendait après ces énormes playoffs dans la bulle où il a complètement chez les Celtics. Et Duncan Robinson est revenu un peu sur terre à 3 points. Je crois qu'il est passé de 45% de réussite à 40-41%. Et on a entendu parler pas mal d'une régression pour lui aussi, alors qu'il fait une super saison avec de gros progrès en défense. Ça reste quand même faible ou tout juste correct, mais on a vu un gros progrès en tout cas sur la provocation des fautes offensives. Mais voilà, globalement une saison décevante la saison dernière. Notamment accentué par le contexte Covid, avec Jimmy Butler qui a loupé pas mal de matchs, qui a même perdu 5-6 kilos. Et le bilan du Heat était catastrophique en son absence. Un départ à 7 victoires pour 14 défaites. Et surtout, en fait, un recrutement estival complètement raté, avec comme recrue phare Avery Bradley et Mo Harkless. Mo Harkless, dont le highlight de la saison, c'est d'avoir couru derrière le banc de marque avant de revenir sur le terrain. Et voilà, un gros problème au poste 4 toute la saison, une saison jamais lancée. Et voilà, on est arrivé sur une gifle bien méritée en playoff. Tu parlais de l'intersaison qui était un petit peu ratée la saison passée avec des
des paris ou des joueurs qui n'étaient pas forcément au niveau. Il y a eu pas mal de départs, d'arrivées encore cette intersaison. On va pouvoir arriver sur la preview écrite par notre cher ami Cam qui est dans le chat et qui chauffait Jérémy juste avant, et on va pouvoir débattre un peu plus violemment juste après. Des départs, des arrivées. Alors pour le faire rapidement, départ d'Avery Bradley, de Trevor Ariza, d'André Iguodala, de Mo Harkless, tu en parlais, de Nemanja Bjelica, de Kelly Olynyk, de Meyers Leonard. Son nom c'est Redacted. On ne prononce pas le nom du facho de Call of Duty. Ah bah je suis assez d'accord. Ah mais je le confonds avec l'autre. Je pensais pas que c'était lui. Ah bah oui, moi tu fais bien. Du coup d'amener ce qu'il y a deux Leonard et je pensais que c'était l'autre. Bref. Enfin, départ de Goran Dragic et de Precious Achiuwa dans un trade pour Kyle Lowry, qui est l'arrivée significative du côté de Miami cette intersaison, dont on va tout de suite parler juste après. Arrivée également de PJ Tucker, ça c'est plutôt aussi une signature qui devrait être positive. J'espère qu'il vous fera pas une Mo Harkless, même s'il est quand même beaucoup plus en vue que Mo Harkless, mais l'âge se fait sentir, et ça va être aussi un autre sujet de la preview. Arrivée également de Markieff Morris, ça c'est Jordan qui pourra peut-être en parler également. Et arrivée de Javonte Smart et de Omer Yurtseven. Alors, Javonte Smart, je crois que c'est pas lui le two-way deal, c'est Marcus Garrett. Ah, ça a Smart, changé depuis la preview de Cam. Très bien. Javonte Smart, il fait partie du roster étendu du Heat à 20 joueurs, mais à mon avis, il va être. C'est pas à mon avis, il va être coupé et il va terminer dans le roster de Sioux Falls. Ok, bah parfait. Première précision d'importance, et on ne regrette pas du coup de t'avoir invité, Hugo. On va regarder un petit peu ce 5 majeur du hit. Bien évidemment, l'arrivée principale pour ce hit, c'est Kyle Lowry. Depuis longtemps dans les rumeurs pour la franchise de Miami. Un 5 majeur qui du coup se retrouve grandement rééquilibré. Tu me diras si je me trompe, mais je pense qu'il y avait des faiblesses en défense sur l'homme et surtout offensivement à la création, et Kyle Lowry vient un petit peu résoudre ça, et je te laisse la parole sur Kyle Lowry pour aller un petit peu plus loin sur sa venue et sur ce qu'elle apporte. Ouais, alors voilà, ce qui manquait principalement au hit, et c'était un peu les limites du positionless qui était prôné par Spo lors des dernières années. Le positionless, c'est cool quand t'as LeBron James et Dwayne Wade. T'as pas besoin d'un meneur qui crée, qui porte la balle, qui gère le rythme, puisque c'était deux des plus gros QI basket et deux des plus gros joueurs balle en main de l'histoire de la NBA. Et Jimmy Butler remplissait très bien ce rôle depuis son arrivée, un peu comme DeRozan. On a vu qu'en tant que première option à la création, c'était très crédible, c'est très propre en termes de ratio passes décisives, turnover. J'ai plus les chiffres exacts, mais c'est dans les plus élevés de la ligue. Mais en effet, quand Jimmy Butler sortait du terrain, on avait un gros drop-off à la création et on devait compter sur les éclats de Goran Dragic. Donc ça a marché dans la bulle parce qu'il a eu 3 mois de repos et car il n'y avait plus la même... le même effet des voyages sur son corps, donc il avait ses cannes et il pouvait compenser cette absence de Jimmy Butler en étant incisif à la création, à la pénétration et sur le jeu en one-to-one. Mais du coup, ça a fait très très léger la saison dernière offensivement. Et surtout, on en a parlé lorsqu'on a pu parler du hit ensemble. Le problème avec Jimmy Butler, c'est que c'est lui aussi un très fort attaquant et Miami parfois manquait de cette agressivité vers l'arceau parce qu'il cherchait trop à jouer vers les autres, pour les autres, pardon. Et c'est la même chose avec Bam Adebayo. Et l'arrivée de Lowry, l'arrivée d'un mec qui est l'alpha et l'oméga à la main, qui sera celui qui lancera les systèmes et qui peut dire aux autres, ok, là c'est à ton tour, on a besoin que tu ailles en attaque, et non, là c'est Adebayo ou là on appelle un set pour Robinson. Ça permet de redistribuer les rôles, d'avoir une hiérarchie plus claire et d'avoir des Jimmy Butler et des Bam Adebayo beaucoup plus agressifs au scoring, ce dont va avoir grandement besoin l'équipe, parce que vous avez vu au niveau du banc, c'est assez léger. Et donc on a déjà pu le voir sur les matchs de pré-saison avec Bam Adebayo qui en 3 matchs je crois a fait seulement 3 passes décisives, alors que l'année dernière, il est entre 5 et 6 passes décisives par match. Et bon, c'est après saison, j'ai aucun doute qu'en saison régulière, son nombre d'assists remontera vers au moins les 4. Mais c'est une bonne nouvelle pour le Heat. Cette régression, entre guillemets,
à la passe pour Bam Adebayo est une très bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il n'est plus responsabilisé principalement à la création, notamment dans les dribble and off avec Duncan Robinson, où justement les fans du 8 s'énervaient beaucoup contre Bam en le trouvant trop attentiste, qui jouait trop pour les autres. Et là, il peut simplement attaquer. On l'a vu attaquer beaucoup plus les mismatchs quand il avait un défenseur plus petit. On l'a vu driver en première intention. Et c'est pour ça qu'il a été très très efficace dans ce rôle à l'attaque. Donc Kyle Lowry, c'est non seulement euh, ça apporte plus de création, mais ça libère surtout Jimmy Butler et Bam Adebayo qui vont pouvoir être meilleurs dans leur rôle de scoreur. Et en termes de skill set, ce qu'il apporte et qu'on n'avait pas en défense, c'est vraiment cette capacité de pull-up à 3 points. Dragic avait proposé dessus, mais il n'a pas la même gravité, il pull-up pas d'aussi loin, pas aussi vite. Sur le Twitter de Miami Heatbeat, qui est un podcast qui coule le Miami, ils ont montré quelques sets. En fait, je sais pas si vous voyez c'est quoi le système hands, corne en français. D'habitude, c'est un meneur et deux intérieurs qui sont au niveau de la ligne à 3 points. Et le meneur choisit dans quel écran il va naviguer. Et ben, les Raptors utilisaient beaucoup un système où, à la place d'un intérieur qui mettait le screen, c'était Kyle Lowry. Et il passait du horns à un dribble and off pour lui donner un tir à 3 points dans l'axe ouvert, un tir sur lequel il était excellent. Donc voilà, ça va ouvrir un peu le milieu de terrain. Il apporte énormément de choses dans l'attaque du 8. Et évidemment, en défense aussi, c'est un changement incroyable. On n'avait personne en défense. On avait Goran Dragic qui faisait, malgré ses efforts, se faisait trouer. On avait Kendrick Nunn qu'on a refilé aux Lakers. Ils vont avoir des belles surprises cette année. Mais maintenant, on a un défenseur sur le porteur de balle et un mec qui peut replacer un peu tout le monde en défense. Je suis désolé, je suis parti sur un petit monologue, mais voilà pourquoi l'arrivée de Kyle Lowry est géniale pour le Heat. Non, très bien, c'était très complet et comme ça on va pouvoir passer à peut-être ce qui fâche un petit peu justement avec ce hit là qui n'est pas du tout l'arrivée de Kyle Lowry, mais peut-être ce qu'elle induit également, et on le voit dans le chat, ça attaque très vite. Alors que tu as mentionné une fois le problème de profondeur du banc, Val qui nous dit parlons-en du banc, alors que Vincent nous dit quid de Gabe Vincent. Gabi Vincent, je ne sais pas comment on le prononce. Gabe, merci. Vincent. Gabe Vincent. Titulaire incroyable de l'équipe du Nigeria aux Jeux Olympiques. Voilà, bah je pense on apprend beaucoup sur Gabe Vincent à tout le monde. Le problème, très vite, ça va être cette profondeur de banc. On a parlé de Gabe Vincent, du coup, à l'arrière. Sur les postes 2, Tyler Herro, Victor Oladipo, on va y revenir sur les deux. En ailier, c'est très, 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 très court. Il y a Casey Okpala, Markieff Morris en 4, Dwayne Dedmon en 5. Mark Truth. Ok. Mark Truth. Ouais, je l'avais en... is loose. Très bien, donc en 3 tu nous dis, je l'avais en arrière sur la preview, et puis derrière Dedmon en 5, Yurtseven et Udonis Haslem, mais bon, qui est là pour la postérité plus qu'autre chose et pour l'image, la culture hit. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ce banc? Peut-être on va te laisser commencer Hugo, mais très vite on va pouvoir avoir des critiques, notamment de Jérémy qui je sens Jérémy chaud là qui depuis quelques minutes maintenant boue, surtout avec Cam avant même de commencer la preview. Donc Hugo, qu'est-ce que tu vois par rapport à ce hit? Qui va être vraiment à quel poste dans cette seconde unit a priori, et après on pourra te bombarder de critiques. Alors, on en parlait un peu en off. La première critique et la première faiblesse de ce banc, c'est que ça manque de joueurs confirmés. Il y a pas mal de joueurs qui sont pas mal dans l'idée, dans le what if, dans le si ça se réalise, notamment au niveau de Gabe Vincent ou Max Strus ou Yurtseven même. Et si tu galères un peu avec son nom, c'est Dirk Nowitzki, le surnom dont il a hérité après sa Summer League. Mais voilà. Le problème, c'est qu'on a des joueurs qui ne sont pas des garanties, qui étaient des two-way contracts l'année dernière, Gabe Vincent et Max Strus, qui apparemment vont choper pas mal de temps de jeu. Et Gabe Vincent, j'ai pas envie de partir dans trop de jugements hâtifs parce qu'il y a 2 ans aussi en pré-saison, Duncan Robinson avait été horrible avant de trouver son shoot à 3 points et de devenir une pièce majeure du 8. Mais Gabe Vincent, c'est vraiment, vraiment léger pour moi. À 3 points, il n'a toujours pas trouvé son shoot alors qu'il était dans les 40% en G-League autour d'un gros pourcentage. Il a changé son geste
pour qu'il soit un peu plus rapide depuis, mais ça tombe pas dedans. Il est très irrégulier, même si on a vu que c'était plutôt un passeur correct, qui fait les passes dans les bons timings et qui peut aller pénétrer et finir au panier. Donc ça pourrait être intéressant, mais ça risque d'être pour moi, c'est mon plus gros point d'interrogation de la rotation, surtout qu'il est là, en fait, pour un peu tenir la place au chaud de Victor Oladipo quand il reviendra. Et son retour n'est pas prévu avant décembre ou janvier, qui lui, du coup, ne jouera pas comme arrière, mais se jouera comme meneur. À l'arrière, on a Tyler Hero, qui pour moi on a vu sur la pré-saison, a commencé très 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 fort, a encore amélioré son jeu à mi-distance, et semble avoir retrouvé un peu d'adresse à 3 points, et semble être capable de créer un peu d'attaque pour lui et pour les autres. Donc lui m'a l'air d'être une valeur sûre du banc, et le fait d'être mis à côté de Gabe Vincent ou Victor Oladipo, qui sont quand même des défenseurs assez solides, vont le permettre de moins être exposé que la saison passée où il était un peu livré à lui-même. Et les qualités de création de Victor Oladipo vont pouvoir le libérer un peu. Jusqu'au retour d'Oladipo, ça peut être un peu compliqué sur cet aspect-là pour Hero, mais on verra comment Spo va essayer de stagger les minutes pour que Tyler Hero ne soit pas le créateur principal sur le terrain. On en parlait de Max Strus, c'est l'autre joueur qui a été converti d'un contrat two-way à un contrat minimum normal. Lui aussi a fait une très bonne Summer League, plutôt une bonne pré-saison. C'est un profil de très 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 gros shooter à 3 points sur un gros volume. Il en a pris 7 ou 8 par match en pré-saison. Il a la green light comme Duncan Robinson, qui aussi a une capacité de pénétration intéressante, et qui physiquement est assez solide, assez large, et peut être un défenseur correct. Pour moi, c'est le pari du Heat qui est le plus probable. Heu, c'est le pari qui devrait payer, à mon avis. C'est celui qui peut devenir un joueur de rotation correct dès cette saison. Et ensuite, à l'intérieur, Jérém n'était pas convaincu par Dwayne Dedmon. Pour moi, c'est la valeur sûre du banc du 8. L'année dernière, sur des passages de 15-20 minutes, il était très très solide. Il apportait ce qui nous manquait au rebond. Dans la finition intérieure, c'est un mec, en fait, il joue très simple. Il va jouer en rim runner, il va jouer les pick and roll. Il est à l'intérieur, il prend le rebond offensif, il remonte tout de suite. Il fait pas de gris-gris, il y a pas de spin move, de fade away pris à l'envers. C'est un jeu très efficace, et c'est ce qui manquait au 8. Et je pense qu'il va avoir un rôle très important cette saison encore. Et du coup, dans son partenaire de front courte prévu sur le banc, il y a Markieff Morris, dont Jordan est fan apparemment, qui lui, le problème pour moi, c'est qu'il va pas trop choper ses minutes en 4, c'est plus en 5, donc il devrait se battre avec Dedmond pour ses minutes, parce que le tir à 3 points ne rentre pas pour le moment. Il a d'autres qualités, c'est un joueur qui est bon en défense intérieure, qui est solide au rebond, qui est bon à la finition à l'intérieur, mais qui tombe amoureux de tirs à mi-distance un peu trop facilement. Il pense que c'est T-Mac, en fait. Il prend beaucoup de fade-away en déséquilibre, et son efficacité en souffre un peu. Donc il va falloir voir en termes d'utilisation, est-ce que ça n'a pas tué le spacing d'associer Markieff Morris à Dwayne Dedmon. Un Donc tour voilà. d'horizon plutôt positif, et on ne mettra pas en doute ton objectivité. Alors, est-ce que Mais... tu veux que je nuance en disant que moi je croyais beaucoup en Casey Okpala la saison passée, Ouais. mais c'est toujours pas un joueur NBA en fait. Bon. Je saurais pas comment l'expliquer. Il hésite trop, il galère beaucoup, et du coup on a une grosse faiblesse pour le moment au poste 3-4. Ouais. Surtout que PJ Tucker va pas jouer 35 minutes par match, et ça va être un gros souci du 8. Le 8 est très exposé s'il y a un problème de blessure ou une absence Covid, le château de cartes peut très très vite s'effondrer. Beaucoup de critiques potentielles malgré tout sur cette seconde unit, et même si tu le dis, voilà, il y a quand même des faiblesses, et tu es au courant de ça. Il y a quand même des trucs sur lesquels tu vois des paris positifs ou des choses possibles au meilleur, qui peuvent être critiques. Je pense notamment au manque de création. Cam, dans sa preview, nous parlait du fait que Tyler Hero avait pris pas mal ce rôle-là à la dernière saison, et qu'il avait été critiqué justement pour ça, et que peut-être c'était pas forcément son meilleur rôle. Là, je vois pas comment il pourrait ne pas reprendre un petit peu ce rôle-là, au moins au début de la saison, le temps qu'Oladipo revienne. Oladipo, comment va-t-il revenir ? Ça fait quand même déjà beaucoup de questions et de paris potentiels qu'il va falloir qu'il soit bon par rapport pour le Heat, qui se révèle bon, notamment je pense à Victor Oladipo. Et puis après,
Tu nous parlais de Max Strus et d'autres jeunes joueurs, ça reste des jeunes joueurs, j'ai du mal à voir, voilà, je suis toujours sceptique sur le positif, l'impact positif de jeunes joueurs. Jérémy, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu vois qui pourraient être un petit peu critiquables par rapport à cette seconde unit, et qu'est-ce qui te fait peur un petit peu pour toi par rapport à ce hit-là, à ce niveau-là, pardon? Là où je rejoins Hugo, c'est que ouais, il y a beaucoup de paris qui peuvent être positifs ou négatifs dans l'équipe, mais par définition, quand tu as 3-4 joueurs qui sont des paris, tu sais que tu en as à minima la moitié sur lesquels tu risques de passer à côté. Euh, donc le premier, c'est de jouer sur Victor Oladipo. On sait qu'il démarrera pas la saison, ce qui veut dire que tu es obligé de resserrer ta rotation avec un Tyler Hero qui sera visiblement le sixième homme et le meneur de cette équipe, alors que idéalement, tu aimerais qu'il joue sans ballon. Et autour de ça, après, tu n'as que des joueurs, pour moi, qui sont des joueurs qui devraient être des troisièmes rotations de banc. C'est-à-dire qu'on a vu Markieff Morris qui était quand même bien sorti de la rotation des Lakers. Enfin, on sait pourquoi. Hein. C'est-à-dire que son principal atout, c'était d'apporter normalement du spacing. Il n'apportait pas vu qu'il met rien dedans. Max Strus, c'est un joueur qui est encore très jeune et qui était tout-way contract il y a quelques temps. C'est pas pour rien. Et là où Hugo défend Dwayne Dedmon en disant qu'il a été efficace l'année dernière sur le temps qu'il a joué, faut quand même rappeler que Dwayne Dedmon il a joué 16 matchs sur les 72 de saison régulière, plus les playoffs. L'année d'avant, il a joué une quarantaine de matchs et que c'était, je crois, le pivot le moins adroit de la ligue. Il a fait une saison qui était absolument désastreuse et que sur le cumulé des deux saisons, il a dû jouer 50 ou 60 matchs sur 160 et quelques possibles. Déjà, ça en dit long, quoi. Le problème, c'est qu'on a vu le Heat l'année dernière qui a eu des vrais problèmes de santé. On a vu Jimmy Butler absent et ça a plombé leur saison parce que le début de saison sans Jimmy Butler a été très dur. Le problème, c'est que si un joueur principal de la rotation comme Adebayo ou Jimmy Butler ne sont plus dans l'équipe pendant une période donnée, t'as des joueurs qui sont potentiellement des mecs qui étaient des two-way contracts ou des troisièmes rotations de banc qui vont se retrouver potentiellement titulaires. Et en fait, c'est juste pas possible. Et c'est ce qui a plombé le Heat l'année dernière. Et je crois qu'ils sont peut-être encore moins profonds qu'ils l'étaient l'année dernière. Donc, je suis pas convaincu, quoi. Avant de donner peut-être un droit de réponse à Hugo, avant de passer à autre chose, puisque malheureusement nous sommes timés, je voulais quand même entendre Jordan sur Markieff Morris, parce que je pense qu'il y a peut-être des enseignements à tirer d'un fan des Lakers qui a pu le voir évoluer récemment. Jordan, que penses-tu du jumeau Morris? Ah, pour moi, il est clairement finito, quoi. Il faut pas compter sur Morris pour t'aider dans la rotation. Il met que des briques maintenant. Je vois Val qui est content de m'entendre parler dans le chat. Non, pour moi, il met que des briques. Il est vraiment, il est à bout de souffle, Morris. Hugo le soulignait très bien. Dès qu'il met un tir derrière, il se prend pour Michael Jordan. Et il est insupportable, quoi, avant de jouer pour moi. Pour moi, il ne faudra pas compter sur Markieff Morris. Du coup, le 8 au poste 4, ça va être très compliqué. D'ailleurs, PG Tucker, sachant que Hugo, comme il le précise, il pourra pas jouer non plus 40 minutes par match, vu son âge. Pour moi, ça va être très court avec Maurice. Aussi court qu'à la main avec Gaby Vincent derrière Laurie, quoi. Pour moi, je rejoins Jérémy. Le banc du 8 ferait très 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 peur, quoi. Bah, surtout avec Maurice. moi, je rajouterais, et tu le disais parfaitement, il y a aussi cet aspect d'âge, de vieillissement du côté du 5 majeur du 8. Tout le monde n'est pas de première fraîcheur. Alors, il y a Tyler Hero, il y a Duncan Robinson, il y a Boban Adebayo qui représentent cette jeunesse-là, mais Kylori, Butler et puis PJ Tucker au poste 4, voilà, il ne faudra pas qu'ils se blessent. Et puis, le problème d'avoir un banc restreint par rapport à ces joueurs-là et à l'âge de ces joueurs-là, c'est potentiellement de les faire, de ne pas pouvoir les économiser la saison régulière sous peine de prendre des éclats très rapidement, et donc du coup d'arriver en play-off, non pas forcément sur les rotules, mais en tout cas pas très reposé et pas dans la meilleure forme. Hugo, on parlait peut-être d'une possibilité en termes de rotation pour Spoelstra. Qu'est-ce que tu en penses à ce niveau-là? Qu'est-ce qui va pouvoir être fait peut-être pour staguer un petit peu les minutes entre Kylori, Jimmy Butler? Comment est-ce que tu vois potentiellement quelques réponses à ça, ou alors on est juste en tort et on dit des conneries? Non, mais je partage votre constat. C'est vrai que, comme vous dites, pour revenir très très rapidement sur le banc, c'est pas
Pour le moment, dans le sens où ton arme offensive principale, qui sera Tyler Hero, déjà n'est pas un joueur qui forcément provoque beaucoup de fautes ou va très très facilement au panier. Il peut scorer sur les 3 niveaux, il peut aller finir il peut aller finir au cercle, mais avoir ton option principale en sortie de banc, ton 6e homme qui tire principalement à mi-distance et à 3 points, en termes d'efficacité et en termes un peu de niveau plancher offensif de ton banc, c'est compliqué. Ça va amener pas mal de variations et les soirs où il sera pas dedans, en attendant le retour de Ladipo, le banc peut se prendre de sales éclats quand même. Je voulais revenir très rapidement aussi sur Strus, qui est pas si jeune que ça quand même, hein. Il a fait un peu de two-way avant, un peu de G-League, il était drafté assez tard et il a eu l'occasion de jouer pas mal l'année dernière avec des blessures et il n'était pas du tout mauvais sur ces minutes-là. Donc c'est un pari, mais c'est pas un Casey Okpao, c'est pas juste un mec qui débarque. Mais par contre, ouais, pour le stagger entre Laurie et Butler, justement, la présence de Laurie, ça permet un peu de compenser les absences de Butler, sans même parler de stagger, parce que justement, on a un autre initiateur, on a un autre créateur balle en main, et ça permet de garder un bon niveau plancher. Mais au niveau de rotation, oui, à mon avis, Spo va toujours essayer d'en garder un des 3 sur le terrain. Parce que les 3 sont des initiateurs et sont des forts joueurs offensifs. Mais ça va être un des enjeux. Ça a toujours été de garder soit un Butler, soit un Laurie sur le terrain pour justement pouvoir faire jouer le reste de l'équipe et avoir un peu un floor général sur le terrain pour que l'attaque continue de tourner. Mais en effet, comme vous l'avez dit, l'équipe est vraiment exposée au risque de blessure. Le poste 4 est vieux et pas rassurant. Tucker, c'est une très bonne pièce de complément, mais pour moi, le Heat a tout intérêt à monter un échange ou être très très actif sur le marché des buyouts pour consolider ce poste 4 qui va qui va poser problème cette année. C'est effectivement, et tu m'offres la transition parfaite puisque Cam dans le chat a décidé de parler plus sérieusement. Il nous dit: s'acheter un banc est beaucoup plus simple pour une équipe ambitieuse que s'offrir une star. Miami a enfin upgrade au poste de meneur. Entre la deadline et les cuts, Miami aura l'occasion de se renforcer. Je connais pas du tout votre situation salariale en termes de cap space. Ça, j'ai pas eu le temps. Je crois qu'on est à 700 000, entre 350 000 et 700 000 $ de la luxury tax. Donc, il va clairement pas y avoir d'addition sans qu'il y ait de cut avant. Il reste une place dans l'effectif, mais il ne va pas payer la luxury tax parce qu'il prévoit, avec l'extension de Jimmy Butler, le contrat max de Bam Adebayo, ils savent qu'ils vont devoir payer la luxury tax à un moment. Ils veulent s'économiser une année. Donc, quand tu chopes un joueur sur le marché du buyout, à la trade deadline ou un peu après, étant donné que son salaire est au prorata, tu peux rester sous la luxury tax. Mais s'il venait à faire un move avant ce moment-là, ce sera après avoir dégagé Casey Okpala contre un second tour de draft ou contre des considérations de cash, parce que ils vont pas rentrer dans la luxury tax juste pour prendre un joueur de rotation. Quel que soit le besoin en fait. Mais l'enjeu, c'est d'arriver fort pour les playoffs. Le banc va faire perdre quelques matchs. C'est pour ça que je les vois pas forcément en 3e ou en 4e place à l'Est sur la saison. Mais ils vont essayer d'être ils ont une rotation en fait qui est déjà faite pour les playoffs. Mais c'est un peu le problème quand tu as des enjeux sur la saison régulière pour choper l'avantage du terrain et que tu as des faiblesses aussi criantes sur certains postes. Et c'est qu'il n'y ça. a pas vraiment de gars pour prendre l'intérim derrière. En fait. C'est ça, c'est-à-dire que là, on parle beaucoup de la problématique Heat, à savoir le banc, la profondeur de banc, etc. On a des interrogations sur plein de choses. Malgré tout, en termes de 5 majeurs d'identité, on sait que Miami devrait rester solide. Simplement, on a péter des culs, pour le dire correctement. Simplement, il y a quand même ce risque-là qui n'est pas du tout à négliger, et surtout en cas de blessure où, de toute façon, tu l'as dit tout à l'heure, ça pourrait très vite poser beaucoup plus de problèmes. Il n'y a pas énormément de marge pour ce roster. Avant peut-être, on va passer au Nuggets, je pense. On a pas mal parlé vite. Est-ce que vous avez quelque chose peut-être à ajouter, que ce soit Jérémy, Jordan, avant de laisser encore une fois le dernier mot pour Hugo par rapport au Heat pour finir cette preview? Non, j'aimerais juste rebondir sur ce que disait Cam, sur le fait qu'effectivement c'est plus facile pour une équipe ambitieuse de se faire un banc.
Effectivement, sur le papier, c'est vrai que généralement, la trade deadline offre des opportunités de récupérer quelques bons joueurs pour pas cher. Le problème, c'est que ça fait quand même depuis quelques années que tout le marché est aspiré par 2 ou 3 équipes. Et à voir si Miami pourra en faire partie pour récupérer peut-être effectivement un joueur ou deux de rotation qui rendrait le banc un petit peu plus sérieux, notamment à la main. Et aussi pour rééquilibrer l'effectif en fonction du retour ou non d'Oladipo. On sait qu'il a enchaîné les blessures depuis 3 ans. Je pense d'ailleurs que le fait qu'il soit resté en effectif, c'était aussi pour pouvoir le re-signer l'année prochaine s'il s'avère productif. Mais en tout cas, il y a un gros pari autour de l'évolution de ce banc sur la saison. Sinon, ça va être très très court. Et le top 4, c'est aussi une question de régularité. Et là, je suis pas sûr qu'avec un banc pareil, tu aies une régularité sur 82 matchs. Voilà, Jordan, est-ce que tu as quelque chose à ajouter avant de donner la parole à Hugo sur ce hit pour vraiment finir et clôturer en beauté? Oh, rien d'autre à ajouter. Je rejoins Jérémy. Faudra voir comment il distribue les minutes. Ça va être un peu compliqué à mon avis. Très bien, Hugo. Je laisse Hugo conclure. Voilà, parfait. Hugo, tu peux conclure pour le hit. On était très content de t'avoir avec nous. Bah, c'est avec plaisir, ça m'évite de m'énerver derrière mon clavier et de pouvoir répondre de vive voix. J'aimerais reprendre un petit message du chat de Grégou qui dit qu'on est dans le même bateau que les Hawks et les Celtics. Alors là, je suis pas du tout d'accord. En tout cas, pas si on parle de playoff, je suis pas d'accord sur ce point-là. Mais je pense qu'en fait, pour vous rejoindre sur ces problèmes de construction du roster, c'est que à partir du moment où tu as un Big Three, pas forcément dans le sens un vrai Big Three en termes de 3 joueurs du top 15 de la NBA, mais où tu as 3 joueurs qui ont des contrats à plus de 30 millions la saison. Le gros enjeu pour compléter le roster, c'est de trouver justement ces value deals, ces joueurs signés en dessous de leur valeur sur le marché. Je pense que Miami en a déjà un avec Dwayne Dedmon qui a été très très satisfaisant. Et qu'ensuite il faut qu'ils réussissent à en concrétiser sur un ou deux en plus. Il y a Max Strus qui pourrait ce joueur-là et Oladipo. Si ces paris-là payent, l'effectif du Heat est beaucoup plus dense et les problèmes, il restera un problème à adresser peut-être au poste 4, mais ça c'est gérable. Et si on n'a pas parlé beaucoup d'Omer Yurtseven, le pivot qui a fait sensation un peu à la Summer League, qui est un pivot avec un très bon shoot à 3 points, un bon toucher, peut-être un peu soft pour le moment, mais qui pourrait percer la rotation si les conditions se présentent et qui pourrait permettre de faire jouer un BAM en 4 par exemple. Et d'un coup, la rotation semble un peu plus solide et le roster est tout de suite un peu plus équilibré. Mais voilà. Comme vous le disiez, il va falloir voir ce qui sera récupérable sur le buyout market. Moi, j'ai aucun doute que ce sera un poste 3-4 parce que pour moi, c'est le plus gros manque dans l'effectif. Si Jimmy Butler aurait le malheur de se blesser, ça va devenir très très compliqué très rapidement et c'est pas Caleb Martin qui va pouvoir colmater la brèche. Merci beaucoup Hugo pour d'être venu là avec nous. Ça s'est fait un petit peu juste avant le live, mais on ne regrette pas, ça nous aura permis d'être un petit peu solide sur le hit, même si Kawelito avait quelques critiques à nous faire tout à l'heure. Tu nous les feras certainement à la rediffusion sur YouTube, on n'en doute pas. Merci encore à toi Hugo. N'hésitez pas à aller suivre Basket Catéchisme qui est aussi sur Twitch, à aller suivre sur Twitter également pour aller voir d'autres émissions qui parlent de NBA. En plus, j'y passe de temps en temps, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Et Hugo gère ça d'une main de maître. Donc n'hésitez pas à aller follow voilà, toute la team de Basket Catéchisme. Merci encore à toi Hugo. Et puis, merci à vous. Et puis, Merci.